Eh bien, on va commencer. Bonsoir à toutes. Bonsoir à toutes et tous. C'est bon ? Ouais. Merci d'être venus ici à Domitis pour écouter et échanger avec Pauline Guilherme, autrice et comédienne, que nous recevons à la mairie Perros-Guirec pour une résidence de création et qui est donc maintenant dans le deuxième tiers du temps qui lui est consacré là, à la Maison du Littoral. Son bureau face à la mer l'attendait ce matin, chauffé avec les vagues, quand même de l'autre côté de la vitre. Et ben, je vais lui laisser la parole. Donc j'animerai cette soirée avec Magali de Tom Librairie. Donc on va faire le petit ping-pong avec le micro. Voilà, merci, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Je prendrai après. Voilà, donc oui, bon, donc, Tom Librairie, donc comme moi je suis libraire, je vais juste vous présenter rapidement les livres. Tu me dis si je me trompe, mais dans l'ordre... Ouais, d'accord, de leur parution, tu veux? Ouais. Donc on a Les Amis d'Agathe M, voilà, qui est dans un recueil, parmi d'autres textes. Arcadie Rossac. Arcadie, mais c'est souvent le cas. En fait, mais je pourrais vous dire pourquoi, mais souvent, ça arrive très souvent. Bleu Piscine. Voilà. Après, on a aussi une nouvelle dans le recueil que vous connaissez peut-être, le Dragon Rouge. Et j'ai apporté ce livre aussi parce qu'on a des jolis portraits de femmes de lettres en Bretagne, dans lesquels Pauline a sa place. Voilà. Donc, peut-être du coup, Pauline, tu peux nous dire voilà, comment tout ça t'est venu, comment tout ça est arrivé. Comment tout ça est arrivé. Ouais. Comment t'en es venu à écrire. Voilà, là on est entre le théâtre, la poésie quand même, je trouve un peu aussi. Il y a des textes voilà, avec des styles différents, voilà, donc peut-être tu peux nous parler de tout ça. Bien sûr, oui. Merci Magali. Bonsoir à vous. Donc je reconnais certaines personnes. Je suis ravie de vous retrouver. Cette fois-ci pour plus parler effectivement de mon travail d'écriture et de comment tout est arrivé, comme tu dis. Parce que le travail d'écriture, c'est un travail en tout cas me concernant, un travail de longue haleine qui se fait qui se poursuit finalement depuis longtemps et qui est visible notamment depuis la première publication de ma pièce Les Amis d'Agathe M. Et comme tu le disais Magali, c'est vrai que mon écriture, elle est un petit peu à un carrefour entre l'écriture théâtrale, puisque je suis aussi comédienne, et que l'écriture pour le plateau m'intéresse énormément. C'est-à-dire que l'écriture théâtrale, on pourra en reparler, pour moi, a un enjeu tout à fait intéressant dans l'écriture et dans l'écriture de fiction. Et en même temps, l'écriture théâtrale, elle permet de raconter des histoires. Donc il y a quelque chose de la narration qui se déploie. Donc je suis aussi intéressée par le fait de raconter des histoires, et ça se retrouve dans certains de mes récits, notamment la nouvelle qu'il y a dans Le Dragon Rouge, qui s'appelle Vent du large. Et en même temps, l'écriture théâtrale, elle requiert aussi de la poésie, parce que raconter des histoires pour le théâtre, c'est aussi trouver des formulations, des manières de dire les choses de façon singulière, et mettre des mots dans les bouches des personnages. C'est pas nécessairement reproduire le réel, mais c'est plutôt parfois le décaler un peu. Et la poésie, c'est un bon moyen de décaler le réel. C'est-à-dire qu'au théâtre, on voit rarement des situations telles qu'on les vit dans le quotidien, même si parfois ça y ressemble, mais on essaye de prendre un pas de côté. Et la poésie, elle permet aussi le pas de côté. C'est-à-dire que dans mes pièces de théâtre, je pense qu'on trouverait peu de personnages qui s'expriment vraiment comme ça. Mais le théâtre est là pour raconter des histoires du monde et non pas pour reproduire le monde, enfin, à mon sens. Si jamais je parle trop vite ou si je parle pas assez fort, ou surtout vous m'arrêtez parce que... Ok, merci.
Si le dernier de la classe dit que c'est bon, le dernier le dernier dans la profondeur, hein, bien sûr, hein, je ne me permettrai pas. Et donc voilà, et en fait, la première pièce que j'ai écrite, qui est donc, comme le disait Magali, Les Amis d'Agathe M, c'est ce qu'on appelle une petite forme de théâtre, dans le sens où c'est une pièce qui dure à peu près une demi-heure et qui trouve sa place dans un recueil de 4 pièces. Et en fait, c'est une collection qui s'appelle La scène aux ados, et c'est une pièce de théâtre que j'ai écrite pour être jouée par des adolescents. C'est le propre de cette collection-là. Et ça a été une grande chance que cette pièce soit publiée, d'une part parce que c'est une pièce à laquelle je tiens beaucoup, Les Amis d'Agathe M, et en même temps ça a permis à un premier texte d'être publié. C'est pas moi le premier que j'ai écrit, et c'est le premier qui a été publié, donc le premier qui a permis de rendre visible mon travail, et en même temps qui a été comme une première étape dans mon parcours aussi d'écriture, puisque ça m'a amené à écrire d'autres textes, et d'autres textes qui ont pu aussi être publiés. Donc juste une petite parenthèse, l'écriture, c'est là depuis toujours en fait. Depuis que je sais écrire, j'écris, mais je m'en suis rendu compte seulement à 30 ans. Que j'écrivais depuis toujours. En fait, j'ai tendance à dire que la seule constance dans ma vie, c'est vraiment les mots. Mais c'était tellement présent qu'en fait, je m'en étais jamais rendu compte. En tout cas, je l'avais jamais nommé. Et quand à 30 ans, j'ai fait un cycle d'études théâtrales, et j'ai découvert l'écriture théâtrale à l'université, dans un atelier d'écriture. Et j'ai commencé à écrire pour le théâtre. En fait, j'ai exploré et ça m'a instantanément parlé, sans doute parce que je jouais par ailleurs. Donc, tout à coup, l'écriture pour le plateau, en tout cas, l'écriture pour être interprétée, ça me parlait. Et c'est à ce moment-là que j'ai relu un peu mon trajet dans l'écriture et que je me suis rendu compte que l'écriture était là depuis toujours, en fait. Et j'avais déjà participé à des ateliers d'écriture, mais sans tellement conscientiser ça comme étant un geste d'écriture. Petite, j'accumulais les mots, je découpais les mots dans les journaux, j'écrivais des chansons. Enfin, il y avait quelque chose qui était là. J'aimais bien les boîtes avec des petits mots. Enfin, j'aimais bien les mots, et j'adorais aussi écrire dans le cadre de l'école, même si j'étais pas spécialement douée. Hein, mais par contre, j'aimais bien. Donc, les professeurs souvent soulignaient mes velléités en termes de motivation, mais pas forcément en termes de qualité, mais c'est pas grave, c'est la motivation qui compte, hein, quand on écrit. Pardon. Et donc voilà, donc ce que je peux juste dire par rapport à la publication de ma première pièce, c'est que l'édition théâtrale, c'est assez complexe, parce que une pièce de théâtre, on l'écrit souvent plutôt pour le plateau, pour que ce soit joué. Mais ce qui rend visible un texte, c'est souvent son édition. Donc, ce qui permet parfois d'aller jusqu'au plateau de théâtre, c'est de passer par un livre, puisque tout à coup, les travaux des uns et des autres est visible. Et il y a très peu d'éditeurs de théâtre, parce que c'est comme l'édition de poésie, c'est pas ce qui se vend le mieux. La plupart des éditeurs de théâtre revendiquent le fait que le théâtre se lit. Mais évidemment, il y a beaucoup de personnes qui préfèrent aller voir le théâtre que le lire. Et donc l'enjeu, c'était quand même de pouvoir être édité, parce que c'est assez difficile, il y a peu d'auteurs qui arrivent à être édités. Et ça ne veut pas nécessairement dire que mes textes sont joués d'ailleurs. Il y a beaucoup de textes qui sont joués, qui sont merveilleux, qui ne sont pas édités. Ça n'a rien à voir avec la qualité du texte. Mais la publication de cette petite forme a permis quand même de pouvoir rencontrer cet éditeur, et que cet éditeur choisisse de m'accompagner dans l'édition de mes textes qui ont suivi. Donc les textes qui ont suivi, c'est Acadie Ressac, qui est un texte, lui, qui est plutôt poétique. Alors peut-être c'est à celui-là que tu faisais référence. Et c'est un récit poétique qui, fragment après fragment poétique, raconte le trajet d'une jeune narratrice qui s'en va en Acadie, de l'autre côté de l'océan, dont j'avais fait une lecture ici d'ailleurs. Je pense qu'il y a certains d'entre vous qui étaient là. Vous étiez là, je me souviens, vous aussi, ouais. Il y a peut-être, au moment de sa sortie, hein, donc en 2019, je crois. Et ce texte-là, il a trouvé sa place sur la scène de théâtre, puisque je l'ai moi-même mis en scène accompagné d'un clarinettiste. Et c'est vraiment son endroit. Ce que j'ai découvert avec ce texte, c'est que finalement, au-delà de l'écriture théâtrale, ce qui m'intéresse, c'est
de raconter des histoires non pas sous un format typique de la pièce de théâtre tel qu'on l'entend ou tel qu'on l'attend, mais plutôt d'être proche de formes qu'on peut amener sur les scènes de théâtre, même si ce ne sont pas des pièces de théâtre. Donc là, par exemple, c'est typiquement un texte qui n'est pas une pièce de théâtre, mais qui par contre se prête très très bien à la lecture à voix haute parce qu'il est rempli de sonorités et il s'accompagne très bien en musique. Donc là, c'est une forme un petit peu différente et j'ai découvert avec ce format-là que l'écriture en direction des scènes et du plateau permettait un éventail très large d'écriture et ça me plaît beaucoup parce que j'ai du mal à rester en place dans une case et je trouve que l'écriture théâtrale m'a finalement appris beaucoup de choses au-delà de ce que c'est qu'une pièce en soi. Et ça ne m'a pas empêché quand même d'écrire Bleu Piscine, qui est une pièce de théâtre et qui a été une pièce que j'ai mis beaucoup d'années à écrire et qui est un texte dont je suis très contente, qui n'a pas trouvé sa place, qui a été mis en lecture dans le cadre d'un... C'est un texte qui a été primé dans le cadre d'un prix théâtral et donc il a été mis en lecture grâce à ça. Mais il n'a pas été monté parce que c'est une pièce justement, je pense, qui se lit et qui peut-être pose des enjeux de théâtre qui sont très importants, notamment parce qu'il y a énormément de personnages. C'est pas vraiment le goût des productions du moment que de mettre en scène des pièces où il y a trop de personnages, ça coûte très cher. Mais c'est une pièce qui m'a appris beaucoup de choses sur l'écriture et notamment qui m'a permis de découvrir que ce qui me plaisait beaucoup dans l'écriture, c'est d'écrire à partir du réel. C'est-à-dire que j'ai toujours été intéressée par les points de vue des gens, par la façon dont chacun et chacune on regarde le monde différemment. J'ai un passé, avant d'être dans le milieu théâtral, j'étais dans le travail social, j'ai travaillé 8 ans dans le travail social, donc j'ai toujours été très intéressée par les trajectoires singulières de vie des gens en fait. Et donc là, je me suis intéressée dans Bleu Piscine aux personnes qui avaient été témoins des attentats du 13 novembre à Paris, parce que ça me touchait de près. J'habitais à l'époque juste au-dessus d'un des cafés qui avait été touché, et donc j'avais été un peu attrapée par ce drame du fait que j'étais voisine. Et j'ai eu envie d'interroger les témoins, les gens qui avaient été présents un peu par hasard dans... voilà. Et je suis partie de cette réalité-là, et j'ai récolté 1 an et demi après les attentats différents témoignages qui ont été vraiment des témoignages très importants dans l'écriture du texte. Et ensuite, je n'ai eu de cesse que de réfléchir à comment je pouvais le mettre en mots, alors même que je ne voulais pas du tout raconter les attentats. Je trouvais ça trop dur, en fait. Moi-même, je n'arrivais même pas à l'écrire et je n'avais pas du tout envie d'aller au théâtre et de voir un texte là-dessus. Donc, je me suis beaucoup interrogée sur comment est-ce qu'on pouvait s'emparer du réel et raconter une autre histoire, mais à partir du réel. Donc en fait, j'ai inventé un drame qui se passe à la piscine, et le drame qui se passe à la piscine va entraîner et notamment avoir un impact sur différentes trajectoires de vie des personnages qui finalement se retrouvent pris dans une grande histoire pour eux parce que c'est la piscine du quartier et que c'est traumatique. J'ai repensé notamment à la tribune en Corse qui s'était écroulée, voilà. Et je me suis dit, quand j'écrivais ce texte, je me suis dit c'est fou parce que ça a fait vraiment la une, c'était dramatique quand c'est arrivé, mais évidemment on n'en parle plus puisque c'était il y a très longtemps. Mais je me suis dit les personnes qui vivent à Furiani, elles vivent avec ça, c'est sûr, encore aujourd'hui. Ça a bouleversé des vies. Un peu aussi comme l'explosion à Toulouse de la AZF, etc. Ça a été quand c'est arrivé, ça a été énorme. Mais aujourd'hui, on a oublié, entre guillemets, en tout cas, on n'en parle plus, mais c'est certain. Et je me suis dit, finalement, ce qui se passe dans cette piscine, c'est aussi quelque chose de très important pour les gens. C'est le toit de la piscine qui tombe, en fait, dans mon histoire. Et on ne sait pas tellement pourquoi. J'ai vraiment mis de côté l'histoire de la cause. Ça peut être un accident, ça peut être un attentat. Ce n'était pas du tout l'enjeu du texte. Je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait là-dedans, c'était comment est-ce que c'était perçu, comment c'était vécu par des vies individuelles, mais qui finalement se retrouvaient prises dans une vie collective. Donc comment est-ce que ces drames collectifs impactent individuellement des trajectoires de vie et créent presque une mémoire collective en fait. Donc ce texte-là, il m'a demandé beaucoup de travail, mais j'ai été récompensée puisqu'il a été primé.
Mais il m'a surtout énormément appris sur l'écriture, et notamment sur l'exigence de l'écriture théâtrale, de comment est-ce qu'on arrive à dire beaucoup de choses, comment est-ce que je pouvais aborder la complexité des choses, mais en tentant de rendre quand même assez limpide la lecture, et comment je pouvais laisser se dérouler une histoire tout en racontant ce que je viens de vous dire là, qui est quand même un truc assez fort, la petite histoire dans la grande histoire et tout, enfin bon, sans que ce soit didactique non plus, parce que une pièce de théâtre, c'est comme un roman, on n'y va pas pour qu'on nous fasse la leçon sur les choses, mais beaucoup plus pour être embarqué dans une histoire. Donc ça m'a appris un peu, ça m'a permis de toucher aussi à la grande exigence en fait de l'écriture, et que plus on est exigeant dans l'écriture, plus ça demande du temps. Du temps et du travail. Je pense que pour Bleu Piscine, je dois avoir, je sais pas, au moins 100 versions différentes du texte. Et donc voilà, après peut-être faut pas que j'en dise trop non plus, parce que sinon je vais pas m'arrêter. Mais ensuite il y a eu le texte juste qui est Vent du large, donc c'est une nouvelle qui est parue en novembre dernier dans un recueil. Donc j'ai entendu que vous le connaissiez, c'est ça hein? Ouais, non, en tout cas j'ai entendu des personnes qui ont dit ah oui, on le connaît. Et en fait c'est un recueil de nouvelles qui a un éditeur de Rennes qui s'appelle Jean-Marie Goater, aux éditions Goater, a eu envie de faire un recueil sur les territoires du Trégor et du Goëlo. Pour ça, il a demandé à des auteurs et des autrices du Trégor et du Goëlo d'écrire des textes qui se passent sur ces territoires-là. Donc c'était vraiment un enjeu chouette. Et j'ai eu la chance de participer à l'écriture de ce recueil. Et j'ai situé ma nouvelle à Paimpol, enfin à Ploubazanec. J'étais à l'époque en résidence là-bas, et j'ai été attrapée aussi par des histoires de pêcheurs qui m'ont emmenée sur les pas de cette histoire-là qui s'appelle Le Vent du large. Voilà. Et Peut-être. Et donc je peux lire la première Linkipit si vous voulez, la première phrase. Linkipit qui signifie « il commence » en latin, et donc c'est ce qui indique les premières phrases des romans. Et la nouvelle s'appelle « Vent du large », et je vais vous mettre, j'espère, l'eau à la bouche. Je ne m'explique toujours pas comment, un matin de grisaille bretonne, je me suis retrouvée dans une combinaison en toile cirée jaune à bretelles sur le pont d'un homardier. Comment ça, exactement ça, a pu arriver? Je vous en lirai bien un peu plus, mais on verra si on a le temps. Et si vous avez... C'est comme pour l'écriture. Je me demande comment elle s'est retrouvée sur le pont d'un homardier. Finalement, peut-être que dans la vie, je me demande souvent comment tout ça a pu arriver. Pardon ? Peut-être pas besoin de se poser la question, de se laisser emporter. Exactement, bah, c'est un peu ce qui se passe dans la nouvelle, ouais. C'est qu'elle finalement ne se pose pas tant la question. Alors tu nous parles de différentes collaborations avec différents éditeurs. Peut-être que tu pourrais un peu plus développer, c'est ce qu'on sait, Magali et moi, que tu travailles aussi pour la jeunesse. Donc c'est des choses très très différentes, c'est des rencontres différentes, des façons de travailler. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? C'est de l'actualité. Hein. Oui, ça marche. Merci Marie. Alors effectivement, cette année en 2022, j'ai 2 publications qui sont en cours. Une première qui est une pièce de théâtre jeunesse qui s'appelle Lady B Marguerite, et qui est une pièce de théâtre plutôt à destination des enfants de fin de primaire. Marguerite qui est l'héroïne de la pièce à 9 ans, 8 ans et demi ou 9 ans, je ne sais plus très bien. Je ne crois même pas qu'elle donne son âge d'ailleurs. Et l'autre texte, un album jeunesse qui est destiné à des enfants plus jeunes et qui s'appelle Une fleur sur la banquise et qui va être publié au début de l'été. Et c'est vrai que dans ma trajectoire d'écriture, ces 2 publications vraiment dites jeunesse, elles sont voilà, c'est quelque chose qui n'est pas si nouveau, mais qui clairement s'assume comme étant de la jeunesse, et qui pour moi me permet aussi de me rendre compte à quel point mes textes sont très proches aussi de Acadie Ressac. C'est un texte quand même pour les jeunes adultes. Les Amis d'Agathe M, c'est un texte pour les collégiens. Et en fait, je me rends compte que ça m'intéresse énormément d'aller chercher, alors pas de faire exclusivement ça, mais en tout cas
d'aller chercher les mots et de m'amuser en fait. Moi j'aime beaucoup aussi m'amuser dans l'écriture et j'aime bien écrire des choses qui sont drôles, même si là dans les textes dont je vous ai parlé, il n'y a pas beaucoup de... si, en fait il y a un peu d'humour partout, mais souvent c'est sur des fonds dramatiques, mais, par exemple dans Bleu Piscine, il y a des tas de scènes de piscine qui sont drôles, enfin qui se veulent drôles en tout cas, et qui sont légères, etc. Et en fait ce que j'aime dans l'écriture de la jeunesse, c'est d'aller chercher du côté de cette légèreté, même pour dire des choses dures, d'aller du côté de l'énergie, du côté entier, pétillant. Enfin voilà, ça me plaît beaucoup d'aller puiser aussi dans finalement ce qu'il y a encore de jeune en moi. Et aussi dans l'observation autour de moi, des enfants, des ados. Je travaille dans beaucoup de lieux où il y a des jeunes, que ce soit soit au primaire, collège, lycée, mais aussi dans des lieux d'insertion avec des jeunes adultes. Je côtoie beaucoup de jeunes dans mon travail et c'est vrai que cette jeunesse-là, elle m'interpelle, elle me donne beaucoup d'envie en fait d'écrire aussi en direction de cette jeunesse-là, mais évidemment dans la simplicité. J'essaye. Chaque texte est une tentative. Hein. Il y a vraiment, j'ai pas la réponse avant même d'avoir essayé et puis il y a toujours des écueils dans un texte. Mais en tout cas, c'est plus que ça vient me chercher du côté des envies, du désir d'écrire, sans garantie du résultat évidemment. Et notamment l'album jeunesse, il va être édité chez Goater, donc l'éditeur du Dragon Rouge. Et en fait, un peu comme, j'avais pas réalisé, mais un peu comme ma courte forme de théâtre m'a permis de rencontrer Émile Lanzmann, et qui publie maintenant mes textes de théâtre, puisque c'est lui qui va publier Lady B Marguerite. Le Dragon Rouge, en fait, l'éditeur qui a publié ma nouvelle, ça a aussi permis une belle rencontre, puisque derrière, je lui ai soumis ce texte jeunesse que j'avais depuis longtemps, et il a voulu embarquer avec moi. On a cherché une illustratrice dont je suis très heureuse, et là, on mène le projet ensemble. Et ça, c'est comme si finalement l'écriture de des textes que je fais, c'est jamais une fin en soi. C'est plutôt à chaque fois des marches ou des paliers que je passe et qui me permettent soit des rencontres, soit d'approfondir des sujets ou d'approfondir des manières d'écrire ou des travaux. Il est un peu capricieux. Et je sais pas s'il faut que j'appuie ou non. Ben là, c'est mieux. Et donc effectivement, ce qui est très important et qui me permet de continuer à écrire, c'est clairement d'être soutenue par des personnes, et notamment des éditeurs. Mais il n'y a pas que des éditeurs, on pourra en parler après. Mais là, en l'occurrence, le fait d'être édité, d'avoir des personnes qui justement rendent visible mon travail, c'est très important pour continuer à écrire. Parce que ce ne sont pas les... Enfin, voilà. Après, il n'y a pas que les éditeurs, il y a aussi toutes les bourses qui aident à écrire, et notamment la résidence avec la mairie de Pérouse à la Maison du Littoral. Clairement, elle est un énorme soutien déjà de temps, puisque j'ai du temps consacré à l'écriture. Il y a aussi ce qu'on vit en ce moment, c'est des rencontres importantes aussi autour de mon travail. Et puis aussi, et ce sont des temps qui sont financés. Et ça, de pouvoir aussi avoir du temps financé pour écrire, c'est très précieux. Parce que la vente des livres n'est pas du tout une source de financement. Hein. Mais ça, si ça vous intéresse, on pourra parler de l'économie du livre et de la rémunération des auteurs. Mais voilà, c'est pas la vente de livres qui fait vivre les auteurs, mais en tout cas, l'édition est très importante pour d'autres raisons, heureusement. Ouais. Oui, alors je ne sais pas si tu peux... parce que tu as déjà bien avancé en fait. Non, moi j'étais partie sur l'idée... Non, tu parles pas trop. C'est juste... L'enthousiasme. Non, moi je voulais justement qu'éventuellement tu parles de tout ça, de ce côté le fait de dire à voix haute. Je pense que ça va avec le côté de l'échange, effectivement, de même que voilà, dans la résidence, moi j'étais partie après on peut parler de la résidence, mais effectivement les résidences, les ateliers, voilà, et j'ai l'impression, et en te lisant, et en t'écoutant, voilà, que effectivement de ce côté écrire n'est pas, enfin un aboutissement, c'est effectivement
effectivement que tout ça, c'est vraiment énormément dans l'échange. L'autre, l'échange, le fait de parler, de dire, d'avancer. Et voilà, une espèce de mouvement perpétuel qui... je ne sais pas si tu peux approfondir là-dessus. Merci Magali. Bah, tu me diras si ça répond à ta question, mais ou à ton commentaire. Effectivement, moi j'ai l'impression que l'écriture c'est vraiment tout le temps du mouvement. D'ailleurs, parfois c'est du mouvement pas très rigolo parce que y a des moments où il se passe pas grand-chose et où voilà, c'est plutôt de l'immobilité, mais en même temps, comme en fait mon travail ne c'est pas que écrire, comme tu le disais Magali, je suis amenée aussi à faire pas mal de rencontres, à beaucoup animer soit des ateliers d'écriture, des ateliers de théâtre, à mettre en scène aussi des spectacles avec des groupes. Par ailleurs, je suis aussi comédienne, donc je tourne mon spectacle à Caddy-Ressac, donc j'essaye de trouver des dates. En fait, le fait d'avoir aussi comme ça plusieurs polarités dans mon travail, mais qui sont toutes complémentaires. En fait, pour moi, il y a une évidence de sens. Ça s'assemble. Alors déjà, d'un point de vue financier, c'est important, je pense, de développer différentes manières d'approcher son travail. Mais en tout cas, de mon point de vue, ça paraît évident. Pour moi, en tout cas. Mais surtout, c'est vrai que ce mouvement-là, il ressemble... Enfin, il est proche aussi de ma manière d'être au monde, en fait. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup les choses qui résonnent entre elles, d'avoir pu animer dans des ateliers où on s'est rencontrés avec certaines d'entre vous, et là, de pouvoir plus parler de mon travail, mais pour moi, c'est aussi ça se répond en décalé, mais ça, quelque part, il y a des échos, quoi. Et ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Je trouve... écrire, ça m'aide aussi à lire les autres, en fait. Donc, je trouve que c'est aussi très intéressant, en animant des ateliers, de pouvoir entendre des textes et des écritures nouvelles, de finalement développer mes capacités, mes qualités de lectrice, qui vont m'aider à... Le micro coupe beaucoup, hein. J'espère que ça ne vous dérange pas, mais ça va. Je ne sais pas pourquoi. Ça y est, il a passé son temps. Est-ce que c'est la batterie? Non? 5 minutes? Oui. Alors, d'accord, ok. Et donc voilà, et c'est vrai que ce mouvement-là, il me ressemble beaucoup, et que dans mon écriture, c'est vrai, Magali, il y a quelque chose de très en mouvement. C'est une écriture, je pense, assez énergique. Mais ça me ressemble, je crois. Même si je me pose, hein, depuis que j'ai 40 ans. Enfin, ça fait 3 ans que je tente de me poser. Mais... Alors, moi, je te vois assez souvent, donc à la Maison du Littoral. Tu es en bas, je t'entends parfois téléphoner. Après, tu pars te promener, tu reviens, tu tiens un journal de bord. Et puis, en même temps, tu me dis que tu avances sur un texte. Enfin, tout ça m'a l'air... fluide, mais en même temps, ça a l'air difficile, puisque on déjeune ensemble aussi le midi avec l'équipe des Gardes du Littoral. C'est vraiment une résidence en immersion, c'est assez particulier, c'est très enrichissant pour toute l'équipe. Mais alors voilà, est-ce que tu y arrives? Alors, comment tout ça a pu arriver? Un petit complément? Ouais, parce que quand même, quand on lit le journal de bord, moi je l'ai lu. alors j'ai lu jusqu'au 11e ou 12e jour. Ouais, moi aussi. Tu te balades beaucoup, tu regardes oui, mais après, les gens dehors, et voilà, non mais c'est drôle. Ça me trahit, quoi. Non mais justement c'est drôle à lire, et si tu l'écris c'est pas pour rien. Mais voilà, effectivement du coup c'est vrai que la question est assez intéressante. Je vais pas rester. On voit bien après, oui. Ça va avec, je pense, toute cette idée de mouvement, et voilà. Mais c'est vrai que c'est assez, le journal assez, moi j'ai trouvé pour ça assez amusant, en fait. Je me suis dit, mais quand est-ce qu'elle écrit? Quand elle rentre de promenade. Et alors, juste avant d'oublier, ce sont des textes. Donc, déjà ça s'écrit. Évidemment. Oui. Non, mais c'est là. Et comme ça me permet de réfléchir à la réponse, à la colle. Là. Sur quoi on peut lire le journal de bord, justement? Sur le site de la mairie de Pérouse. Sur le site de la mairie. Ouais. Parce que moi je l'ai lu. Rubrique résidence d'Autun. Ouais.
Bon, votre écriture, elle est très en mouvement aussi dans vos livres. Ouais. Donc il y a toujours un sens qui fait que ça correspond vraiment à la personne aussi. Oui, je pense que ça qualifie mon écriture pas mal, le mouvement, ouais. En Tout à entendant fait. ça et en me rappelant le livre, je me disais ça, je me disais, ah oui, effectivement, je comprends mieux. Bah, en fait, je crois que, et après je réponds à vos questions, hein, je n'évite pas la réponse, mais je crois qu'effectivement, ce qui m'intéresse le plus dans l'écriture, c'est le rythme. Donc on est vraiment sur l'idée du mouvement. Je suis très sensible au rythme et j'ai besoin que ce soit très tenu en fait. Après, il y a des écritures que j'adore qui vont être beaucoup plus dans la contemplation, être très, très calme, etc. Mais c'est vrai que moi, quand j'écris, j'aime, et puis j'aime beaucoup lire des textes très rythmés, avec des phrases longues, mais qui ne s'étouffent jamais en fait, qui sont toujours très, très hautes. Mais c'est sans doute pour ça que j'aime l'écriture pour le plateau, parce que pareil, on doit tenir quelque chose assez haut en énergie pour pas que ça retombe en fait. Mais pour les livres jeunesse, vous utilisez la même écriture ou Oui. faut être différente au niveau Bah, l'écriture, je la choisis pas. Hein. Non. Franchement, c'est celle qui vient. J'ai rien choisi. Non, après, je la Non, mais travaille. il peut y avoir des techniques Oui. quand on s'adresse aux plus jeunes qui doivent être... Je Moi, vais te poser ouais. la question. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt un projet qui vient me chercher et qui m'intéresse et qui, au fil de l'écriture, va se dessiner pour la jeunesse ou pas, mais je décide pas à l'avance si je vais utiliser telle ou telle technique. Non. J'ai l'impression, par contre, j'ai plutôt l'impression que mon écriture, elle va prendre différentes formes en fonction du projet quand même, mais par exemple, si j'écris une histoire dans la narration, ma nouvelle, elle n'est pas du tout écrite comme mes pièces de théâtre. La question du rythme est aussi au cœur. Mais par contre, ça ne se déploie pas de la même manière. Dans mes pièces de théâtre ou dans Acadie Ressac, j'écris en vers. Mais après, ça évolue. Hein. Je le fais moins ces derniers temps. Mais et pour moi, le vers, il permet de ponctuer beaucoup la prise de parole et de ne pas la rendre banale, en fait. C'est vraiment mon envie. Alors que dans la narration, je vais beaucoup être attachée aux détails. Donc, je vais plutôt écrire des phrases qui sont assez longues et qui vont préciser tout le temps des choses en fait, ou qui tentent de préciser évidemment, encore une fois ce sont des tentatives. Hein. Et donc là par exemple ça va être des écritures qui sont assez différentes, mais qui quand même sont à la recherche d'un rythme. Enfin je suis sensible au rythme, à mon rythme aussi. Et donc justement, comme il est question aussi de rythme dans le travail, en fait... c'est vrai que ce que tu dis, Marie, je passe du temps au téléphone. Alors souvent, je passe du temps aussi au téléphone avec d'autres camarades qui écrivent, on discute de nos projets. Je vais me promener, j'écris les textes du journal de bord. Et ça laisse effectivement pas forcément énormément de temps pour le reste, mais en même temps, tout ça fait partie du processus d'écriture en fait. Par exemple, les chroniques que j'écris chaque jour, ou tous les 2 jours, ou tous les 2-3 jours pour le journal de bord, elles me permettent aussi une forme d'entraînement dans l'écriture. Effectivement, je parle de l'extérieur, je parle du présent de la résidence, mais ce sont des textes, et déjà là-dedans, il y a quelque chose qui se cherche dans le rythme et qui cherche à... ce sont des textes, malgré tout, alors enfin voilà, je ne les retravaille pas, c'est des premiers jets, donc ils sont aussi fragiles, mais ça reste comme un entraînement aussi dans l'écriture, et en fait, une chose qui est difficile quand même, c'est de se mettre à écrire globalement. Alors la résidence, elle permet ça, clairement, mais c'est très dur d'écrire 8 heures par jour à son bureau. Donc dans une journée de 8 heures, il va y avoir peut-être 5-6 heures d'éparpillement et 3 heures où je vais travailler vraiment mon texte. Mais c'est énorme, 3 heures déjà d'écriture. Donc en fait, c'est comme si tout ce temps-là, il était nécessaire. La promenade, c'est aussi l'élaboration. Souvent qui m'aide à écrire les chroniques du journal de bord, mais oui. Est-ce qu'il y a une obligation de résultat pour la mairie de Perros Non, la plupart des résidences ne demandent pas un résultat, et ça, c'est justement parce que la résidence prend en compte le fait qu'un temps de résidence, c'est un temps aussi d'élaboration d'un projet, et ça peut arriver que rien n'advienne, mais que ça arrive après. Parce que souvent, quand ce sont des peintres ou des photographes, ils laissent quelque chose de leur travail. Est-ce que vous... ce sera nos textes à nous. Ce qui peut laisser... Si, ça va sans doute être une lecture de ce que j'aurais fait, même si c'est pas abouti et terminé. Et puis après, si le texte que j'écris là est amené à être publié, il y a une mention dans le texte comme quoi ça a été écrit en partie en résidence.
soutenu par Perros et par la région. Mais il n'y a pas de... et puis le journal de bord, c'est une trace aussi hein, qui est... Parce que ce sont... Comment? J'ai lu, c'est des beaux textes. Ah ouais. C'est vrai qu'il y a du rythme. Les textes des ateliers d'écriture, ils vont être utilisés? Les textes des ateliers d'écriture vont être aussi une trace, mais là pour le coup c'est pas ma trace, ce sera la vôtre, enfin celle de ceux qui ont participé aux ateliers. Et effectivement, il y aura une trace qui sera laissée. Hein. Marie tape les textes. On est en train de réfléchir à comment ça pourra prendre forme. Mais oui, ça sera sans doute. Il y a une soirée qui va être dédiée à ça au mois de juin au Palais des Congrès. Et on va réfléchir à la forme la meilleure pour faire entendre ou rendre visibles ces textes. Oui, c'est important parce que c'est des très beaux textes et qui vont peut-être résonner avec ceux que j'écris aussi. En tout cas, on cherchera un point de rencontre. Ça va, gérer. Donc je bosse, hein. Pas l'air, mais je bosse. Voilà. Bon, après être en résidence, là il y avait un thème quand même au départ. Il y a un côté travail sur commande en fait, presque. Pas vraiment. Pas tout à fait, mais je vais dire après. Voilà, mais justement, voilà, c'est pour ça que je pose la question. Oui. Voilà. Donc là, le côté justement, ce côté aussi contraignant, ce côté où peut-être toi tu as quand même une pression, parce que quelque part tu te dis il faut quand même, voilà, Ouais, même s'il n'y a pas de demande de résultat à la fin, j'imagine que, j'imagine aussi que on veut faire, voilà, tu as fait la demande aussi pour être en résidence. Voilà, c'est toi qui es là, mais après, des fois, il peut se trouver que, au final, entre-temps, il s'est passé des choses qui font que c'est pas le moment où, voilà, je ne sais quoi, donc là, comme tu en as fait plusieurs, c'est là-dedans, tu n'en as pas fait que deux. Oui, j'en ai fait plusieurs. Oui, c'est pas la deuxième. Donc voilà, donc après, c'est aussi tout ce... D'accord. Oui, là où je te rejoins complètement, c'est qu'il n'y a pas de commande spécifique par rapport à la résidence. Par contre, quand je réponds à l'appel à projet pour la résidence, je présente un projet d'écriture sur lequel j'ai envie de travailler pendant la résidence. En sachant que la plupart des résidences ne prennent pas les auteurs pour les projets, mais plutôt pour le projet d'action culturelle. Tu me diras si je me trompe, mais souvent le projet de l'auteur, ça peut tout à fait intéresser les personnes qui prennent l'auteur en résidence, mais ça reste plus le projet personnel de l'auteur qui peut bouger en plus de ça. Et c'est toujours très difficile, effectivement, en amont. Souvent, les résidences, les demandes, elles se font un an parfois avant le projet, donc les choses peuvent bouger, les actualités sont plus les mêmes, etc. Et effectivement, moi, je me rends compte que ça a pas mal bougé depuis que j'ai fait ma demande pour la Maison du Littoral et qu'aujourd'hui, je suis dans un projet d'écriture qui est plus du récit jeunesse, mais sans doute lié aussi à mon travail d'écriture cette dernière année sur ma pièce de théâtre jeunesse et l'album jeunesse, et moins en écho direct avec le projet que j'avais proposé à la Maison du Littoral, qui est toujours d'actualité, mais qui est un tout petit peu de côté. Donc en fait, il y a quelque chose aussi où, à accepter soi-même en tant que résidente à la Maison du Littoral, d'accepter de m'engouffrer dans un projet qui n'est pas forcément celui que j'avais proposé. Peut-être que je serai rattrapée par celui-là plus tard, mais en tout cas d'accepter le présent, en fait. Ce qui est pas toujours facile, hein, d'ailleurs, parce que j'ai plusieurs projets en cours. Donc, c'est toujours aussi, à un moment donné, se décider, se consacrer à quelque chose et se détacher d'une forme de pression, en fait, dont tu parlais, qui n'est pas toujours facile, hein, d'ailleurs. Et en même temps... je reconnais la chance que j'ai de pouvoir être en résidence, avec une qualité de travail incroyable. Hein. Je suis très bien située, c'est magique, etc. Et il se trouve que le projet que j'avais proposé à la Maison du Littoral, c'était un projet plutôt pour explorer l'écriture poétique autour du lien entre le littoral et les corps et les trajectoires de vie, qui était un peu dans la poursuite du projet que j'avais commencé avec Acadie Ressac. Et là, je me rends compte que... Alors, je continue à explorer cette voie-là, mais c'est vrai que je me rends compte que d'être sur les bords du littoral, avec cette vue incroyable, d'écrire mes chroniques de journal de bord qui sont en lien avec le littoral, d'être en plus dans un projet qui est sur le littoral, ça fait beaucoup de ton sur ton et je ne trouve pas le contraste. Et j'avais besoin de contraste, en fait. Donc, je pense que ce projet, j'ai énormément de pages sur ce projet, donc...
il est encore en cours, mais il a besoin peut-être de prendre un tout petit peu de recul par rapport au terrain. Voilà, c'est comme si j'avais besoin aussi d'explorer quelque chose qui est un peu différent Mais par contre, je peux vous lire quand même, parce que j'ai lu à Marie tout à l'heure, elle a eu la primeur. Je peux vous lire le tout début donc, de ce projet, même si je l'ai un peu mis de côté. J'ai quand même, tout le début de ma résidence, j'ai travaillé sur ce projet. Et je peux vous lire le tout début, c'est évidemment très fragile. J'ai plus de 50 pages, mais qui ne sont pas du tout organisées encore, etc. Mais le projet s'appelle jusqu'à présent Les étreintes littorales. Et je peux vous lire voilà, un tout petit extrait. Voilà. Sur l'estrade, corps droit et tête haute, s'apprête au grand discours, omoplate resserrée, poitrine vers l'avenir, cœur brillant. Ils disent les yeux, la puissance de la femme arrivée à bon port. Jusqu'au souffle soudain, l'imprévisible vent couche le corps entier, main soudain accrochée aux roches, le vide entre la mer et le ciel se creuse, corps pris dans un nouveau vertige. Elle s'était crue aventurière. Que faisait-elle encore allongée, les mains du monde l'écrasant, la frottant à la surface rugueuse du granit, comme autant d'épreuves à surmonter, pour qu'un mot, un seul, soit enfin prononcé. Dans sa bouche, des milliers encore restent coincés, emprisonnés par ces voix qui demandent le silence, par des cris et des coups, l'aventurière se tait encore. Le monde a pris le pli et le vent a grondé. Entrer dans la lumière et y rester, tout un programme. Voilà. Bon, c'est un petit début. Oui, non, C'est vrai. Merci. Merci beaucoup, mais c'est vrai que ce qui me fascine dans l'écriture, c'est que toute la première partie de ma résidence, dans le premier tiers de ma résidence, j'ai repris ce projet jusqu'à me dire c'est compliqué, je me sens pas vraiment de reprendre ça, donc j'ai décidé de vraiment écouter le présent et de me remettre dans ce récit jeunesse dans lequel j'étais. Désolée, ça coupe. On a juste envie de savoir par rapport au début, Oui. c'est quoi ce mot que vous avez envie Eh de ben, prononcer c'est pas par elle-même. rapport à tous les autres mots qu'on a. Ah oui, je sais pas encore. J'allais dire, elle ne sait peut-être pas elle-même encore. Et c'est quoi le mot? Oui, voilà, tant mieux, merci, tant mieux, ça veut dire que je peux continuer à poursuivre, que ça tient en haleine. Ça tient en haleine, Ouais. mais on veut savoir. Il y a beaucoup de réponses que j'ai que par l'écriture, hein, je sais pas à l'avance. Je sais que le texte, j'ai plein de petits fragments poétiques qui sont pas encore approfondis, etc. Mais je sais que le texte, ce qui me fait saisir ce qui me donne envie de prendre la plume, c'est vraiment de travailler sur justement les possibilités de dire les choses, de prendre la parole, de se confronter aux éléments, d'évoluer en tant que femme et comment est-ce qu'on grandit en tant que femme dans un monde où c'est pas toujours simple de prendre la parole, même si ça l'est pas non plus pour les hommes. Mais là, en l'occurrence, c'est l'aventurière, donc il s'agit d'une narratrice femme. Et voilà, il y avait quelque chose dans les amis d'Agathe M, il y a quelque chose autour de la parole où Agathe, elle dit à un moment donné à un de ses amis, à son amoureux, je crois, elle dit c'est pas les bons mots qui sortent, je fais pas exprès. Et je sais que dans mon travail d'écriture, il y a quelque chose autour de la parole qui est important, autour du dire. Mais là, en l'occurrence, l'enjeu pour cette femme, je le connais pas encore trop. Mais voilà, souvent c'est l'écriture qui donne les réponses. C'est ça aussi la difficulté parfois de se mettre à écrire, c'est qu'on ne sait pas où on va. On l'a vu lors des ateliers. Exactement, absolument. Voilà, Deux mots et puis on part, on sait pas où on va. Tout à fait. Pardon ? Le thème de la mémoire des lieux, puisque les ateliers d'écriture partent là-dessus, qui est-ce qui l'a donné, la mairie? Je pense que c'est vraiment une rencontre, une rencontre de projet, parce que je crois, Marie, tu compléteras, mais dans l'appel à projet, moi j'avais proposé, moi je m'intéresse beaucoup justement à l'écriture, ce que je vous disais, j'aime beaucoup écrire à partir des réalités des gens, de leur mémoire, de ce qu'ils ont traversé dans la vie, des trajectoires singulières.
Et donc en fait, j'ai proposé ça comme action culturelle, de pouvoir recueillir aussi les histoires des habitants et des habitantes du territoire où je serai en résidence. Et ça a fait écho, visiblement, parce que je suis là, à l'envie de l'équipe et notamment de Marie. Et c'est par contre une fois qu'on a décidé que je ferai la résidence qu'on a élaboré vraiment concrètement le projet. C'est souvent avec Emmanuel, évidemment, et puis aussi avec l'équipe de Tom et avec Barbara à la bibliothèque. En fait, souvent, c'est des envies que je partage dans mes projets, et puis après, ça se concrétise avec les équipes sur place. Évidemment, c'est là qu'on voit comment les choses peuvent être possibles. Et surtout, une fois qu'on est plusieurs à envisager un projet commun, exactement. Alors là, c'était assez bouillonnant. On a fait un déjeuner à la rentrée ici. Emmanuel nous a invités, et c'est vrai que c'était assez efficace. Notamment en termes d'idées, d'envie. Ce qui est vraiment génial, c'est de voir comment les choses se structurent par les échanges, et puis après ça prend vie, et c'est vrai qu'on s'éclate là. Alors, il y avait, enfin, ça va faire peut-être une petite transition. En fait, il y avait l'idée aussi de travailler avec des jeunes, des collégiens par exemple. Mais pour moi, c'était trop. J'avais envie que la première édition, elle soit simple, réussie, avec un public, en fait, donc adulte. Pourtant, Pauline, elle écrit beaucoup pour la jeunesse. Et en fait, j'ai eu la chance tout à l'heure d'écouter des extraits d'un autre livre dont on n'a pas encore écouté. Je pensais à celui qui va bientôt sortir, Lady B. Marguerite. Et j'aurais bien voulu que tu nous en livres un tout petit bout, si c'était possible, hein, parce qu'il n'est pas sorti. Mais teaser. Parce qu'en fait, c'est quand même hyper touchant ce qui se passe pour les petites filles parfois. Et c'est pas une lecture pour les enfants, c'est une lecture pour les adultes aussi. Oui, en fait, pour moi, là où je te rejoins complètement, merci Marie, c'est que pour moi, en fait, ce que j'aime dans la littérature jeunesse, c'est que pour moi, elle est extraordinaire quand, en tant qu'adulte, elle vient nous toucher, en fait. C'est juste que ça nous touche à des endroits différents. Et ce que j'aime dans la littérature jeunesse, c'est qu'il y a une forme d'exigence, parce qu'il faut tout à coup pouvoir aussi saisir l'attention des plus jeunes, mais sans en exclure les plus âgés. Donc je trouve que c'est en ça que je trouve ça difficile d'ailleurs. Mais je peux vous lire alors un tout petit extrait. J'avais pas ouvert le dossier, donc je vais vous demander une seconde. Je vais vous lire. Alors, comme c'est une pièce de théâtre, je vais plutôt vous lire un petit monologue de Marguerite. Marguerite, en fait, c'est l'histoire de Marguerite qui a 9 ans et qui vit dans une famille, comme beaucoup de familles, où il y a un peu toute personnalité et où la rencontre des uns et des autres, du frère qui n'arrête pas de l'embêter, de la mère qui est toujours dans son jardin, qui veut que rien dépasse, le père qui est la tête dans ses dossiers, la prof de danse qui dit qu'il faut rentrer le ventre, le médecin qui dit qu'il ne faut plus manger de bonbons parce que c'est pas bien, toutes les injonctions, en fait c'est autour des injonctions, et au milieu de tous ces personnages un peu foutraques, on a le grand-père de Marguerite qui lui, pour qui le monde ne tourne plus très rond, et donc il vit avec eux, et en fait il amène une note de grande légèreté au texte, et notamment son objectif dans la vie, c'est d'essayer de taxer des bonbons à sa petite fille. Et évidemment, ça ne marche pas puisque la mère de Marguerite interdit tout bonbon dans la maison. Donc en fait, c'est sous le prétexte du bonbon, le texte aborde finalement, sous le prétexte du bonbon, le texte aborde finalement les différents enjeux de relations qui peuvent se passer dans une famille, mais aussi dans l'intergénérationnel, puisque la mère est exaspérée par le fait que son père demande des bonbons à sa petite fille, puisque elle-même, à la maison, elle n'en avait pas. Donc elle dit, mais enfin, tu nous en donnais pas et maintenant tu veux en manger. Donc la mère, elle est pas contente, jusqu'à ce que se révèlent les analyses du grand-père qui lui interdisent de manger du sucre. Donc ça fait une piqûre un peu... c'est ça qui met un peu tout le monde d'accord finalement dans la famille. Mais voilà, et donc Marguerite, elle, sa manière de s'évader
de s'écarter des injonctions qui ne font pas sens pour elle, c'est de s'enfermer dans un placard que sa grand-mère, qui est maintenant qui est morte et qui est comme un fantôme dans la pièce, lui a construit de ses mains, dans lequel elle va se réfugier parce que à l'intérieur, il y a un... Ben, je vais vous dire ce que c'est. À l'intérieur, c'est Marguerite, elle le dit mieux que moi. Elle dit, ici, c'est le ventre du monde. Ici, on prend d'importantes décisions. Ici, on joue l'avenir de la planète. Ici, on fabrique les filtres d'amour. Ici, on améliore le sort des gens. C'est ici que je prépare mes potions. Je mélange les ingrédients dans le chaudron. Après, j'en verse dans les petits bols du bonbon tout frais et j'en distribue à tout le monde. Je suis Lady B, la spécialiste du bonbon. Et moi, Lady B, je rendrai les gens sucrés. Il y aura des programmes obligatoires dans les écoles pour apprendre à partager les bonbons, à en offrir à ceux qui souffrent. On en distribuera dans les orphelinats et dans les lieux où on a peur d'aller, surtout si l'on a très très peur d'y aller. À la rentrée des classes, on en distribuera aussi. Pendant les contrôles aussi. Et au rendez-vous entre la maîtresse et les parents et dans les vestiaires des salles de danse aussi. On en distribuera gratuitement aux gens qui sont seuls et on en mangera avec eux. Comme ça, ils se sentiront moins seuls. Ils pourront garder les bonbons dans les poches pour quand ils trouveront que c'est pas toujours facile d'être seul. On n'aura plus jamais envie de laisser quelqu'un seul sans bonbons. Et on en mangera dans les fêtes de famille. Et les mères auront l'obligation d'acheter des bonbons à leurs enfants au moins une fois par semaine et d'en manger avec eux. Tout le monde le dit, c'est important de vivre des choses avec ses enfants. On construira des distributeurs à volonté dans les écoles et il sera interdit de garder les plus gros pour les plus riches et les plus petits pour les plus pauvres. Et les filles, elles en auront pas moins que les garçons des bonbons. Elles en auront pareil. Et pour ceux qui n'ont rien et qui ont des parents qui n'ont rien, eh bien pour eux, il y aura des bonbons, il y en aura plus que pour les autres. Et pour ceux qui ne voient pas beaucoup leurs parents, parce qu'ils travaillent trop, ou parce qu'ils sont divorcés, ou parce qu'ils sont morts, ou parce qu'ils s'occupent du petit frère, ou parce qu'ils sont en prison, ou parce qu'ils sont à la guerre, pour ceux-là, pour ces enfants-là, on fera des bouquets spéciaux, des bonbons remplis d'amour. Les bonbons, ça devra se partager, et peut-être même que ça devra se finir avec des câlins. Voilà. Future présidente. Voilà, Marguerite, future présidente, c'est ça. Elle a son programme. Ouais. Et ce qui était très émouvant pour la petite histoire, c'est qu'un jour, j'ai lu ce texte-là dans une classe de primaire, il y a quelques temps. Et il y avait donc les enfants qui étaient là, et puis à un moment donné, quand je dis, et les enfants, pour les enfants qui sont seuls parce que leurs parents sont en prison ou parce qu'ils sont à l'hôpital, j'ai regardé, je l'ai adressé à une petite fille qui était là, mais comme je peux m'adresser aux uns, aux autres quand je lis, mais là, j'ai vraiment adressé ceux qui sont en prison, je l'ai adressé à elle. Et la maîtresse est venue me voir à la fin en me disant mais c'est incroyable parce que ses parents sont en prison. Et, enfin, son père est en prison et ça m'a beaucoup touchée et j'ai trouvé ça, voilà, c'était beau comme moment. Donc on ne sait pas très bien aussi quand on écrit ce qu'on vient toucher chez les uns et les autres. Et notamment dans ce texte, Les Amis d'Agathe M, pour une autre petite anecdote, la mère d'Agathe M c'est l'histoire des amis d'Agathe qui se mobilisent autour d'Agathe parce que sa mère a une maladie grave, elle a une leucémie. Et donc, voilà, les amis se mobilisent autour d'elle. Et puis, il y a une classe qui a joué mon texte et je les ai rencontrés, c'était en Belgique. Et puis, je leur ai demandé, mais pourquoi est-ce que vous avez choisi de monter ce texte-là? Et il y a un garçon qui a pris la parole et qui a dit, parce que moi, j'ai une leucémie. Et en fait, tout à coup, ils m'ont expliqué que le texte avait permis aussi de réorganiser le groupe autour de cette maladie-là, qui prenait quand même beaucoup de place dans le collectif. Et j'étais très touchée en fait de ça, de me dire finalement il y a parfois les histoires, moi je m'inspire beaucoup du réel pour écrire, mais ce que je trouve intéressant c'est quand les histoires tout à coup reviennent dans le réel en fait, ouais. Et voilà, donc c'est des petites choses mais qui sont précieuses en fait. Voilà, bon, Lady V Marguerite, voilà. On veut des bonbons au goûter. Oui, voilà. Est-ce qu'il y a des questions peut-être? Parce que j'ai beaucoup pris la parole, mais peut-être que vous avez des envies particulières. On en a posé au fur et à mesure. Oui, c'est ça, mais peut-être qu'il y a deux personnes, je ne sais pas si vous avez envie ou des remarques ou des échanges. Est-ce que c'est quand même pas particulier d'écrire pour le théâtre? Écrire une phrase, penser une phrase et des personnages, c'est complètement différent. Oui, oui, c'est
c'est particulier, ouais, complètement. L'écriture, ce que j'aime dans l'écriture pour le théâtre, il n'y a pas longtemps, je suis allée écouter à la librairie de Quintin une autrice de théâtre que j'aime énormément, qui s'appelle Mariette Navarro, qui a écrit beaucoup de textes et qui vient de publier son premier roman qui s'appelle Ultramarin, que je vous recommande. D'ailleurs, il est chez Tom Librairie. Et justement, elle a beaucoup parlé de l'écriture théâtrale et tout m'a énormément parlé. Et elle disait que l'écriture théâtrale, c'est une grande école de l'écriture en fait, de l'écriture en général, parce que la difficulté, c'est de raconter une histoire, non pas par la narration, mais par le fait de mettre des mots dans la bouche des gens, et c'est parce qu'ils vont dire que l'histoire va se raconter. Et en prenant en compte qu'il ne faut pas trop en mettre dans la bouche des personnages, puisqu'il va y avoir leur corps qui va être visible, il va y avoir un geste de mise en scène, il va y avoir un espace, un décor, une scénographie, donc des corps en mouvement. Donc en fait, dans les mots qu'on met dans la bouche des personnages, il faut presque mettre le minimum. C'est un peu la clé de l'écriture. On parle souvent d'économie générale, mais je crois qu'au théâtre, ça ne passe pas s'il y a trop de mots. Ça devient didactique, ennuyeux, pompeux, il n'y a plus de place pour le jeu. En fait, il faut qu'il y ait de la place pour le jeu. Il faut qu'il y ait de la place pour les corps ensemble, etc. C'est-à-dire que je ne peux pas dire, il y a beaucoup pour moi, le retravail dans l'écriture théâtrale, il est beaucoup dans le fait d'enlever, toujours enlever, aller au minimum. Et je trouve que c'est un défi passionnant. C'est pas frustrant Non, ça va. Si parfois, en plus, parfois j'ai écrit des textes, il y a 150 pages et à la fin, la pièce, elle fait 30 pages. Mais bon. Si, c'est un peu frustrant, mais en même temps, d'aller à l'essentiel, c'est vraiment intéressant. Et surtout, je me rends compte que c'est aller à l'essentiel en passant par par beaucoup. C'est-à-dire que c'est parce que j'ai écrit beaucoup que je vais pouvoir aller à l'essentiel. Souvent, ce que je garde, c'est pas ce que j'ai écrit en premier. C'est ce que j'ai... Finalement, c'est écrire beaucoup pour approfondir. Et c'est ce qui est approfondi qu'on garde. Enfin, que moi, je garde en tout cas. C'est comme si... et je trouve que c'est intéressant. Et donc, Mariette Navarro, elle disait, et ça me parle beaucoup, que finalement, c'est un endroit d'apprentissage extraordinaire de l'écriture, et notamment même pour aller vers l'écriture de romans. Parce que le théâtre souffre vraiment de mots en trop. Dès que les mots sont en trop, ça ne marche pas. L'exigence du rythme est hyper importante aussi. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit rythmé, parce que sinon, tout peut s'écrouler. Souvent, les formats de pièces de théâtre, c'est relativement court. Vous voyez, c'est vraiment des textes courts, donc il faut que ça se tienne. Et donc oui, pour répondre à la question que tu poses, Pierre, c'est exactement ça. C'est difficile. C'est vraiment... moi, je trouve que c'est très difficile d'écrire pour le théâtre. Mais j'aime beaucoup l'enjeu, ça me plaît beaucoup. Mais je trouve intéressant aussi de ne pas faire que ça. De aussi justement laisser émerger la poésie, la recherche dans la poésie. C'est toujours des endroits de recherche. J'ai pas vraiment... chaque texte me met face à des difficultés dont je trouve pas toujours les réponses. Et souvent, c'est des réponses que je vais trouver dans les textes d'après ou en faisant autre chose. Mais j'ai aussi beaucoup de plaisir à écrire de la narration. Ça me plaît énormément. Je pourrais pas faire que du théâtre, je crois. Mais je sais pas, j'espère que je réponds à ta question. En plus, il faut, quand on écrit quelque chose pour un personnage, il faut penser à la réponse de l'autre personnage aussi. Donc c'est double travail intellectuel. Oui, c'est-à-dire qu'il faut se mettre à plusieurs points de vue. Mais ça, c'est très intéressant, c'est la question des points de vue. D'autant plus que moi, ce que je trouve passionnant dans l'écriture théâtrale, mais c'est le cas aussi dans les romans, mais au théâtre, c'est d'autant plus visible, comme vous dites, parce qu'il y a une réponse souvent dans les dialogues, etc. C'est qu'en fait, ça fait prendre conscience aussi de la complexité des choses. C'est-à-dire que si on n'a qu'une voix qui raconte qu'un point de vue, on tombe dans quelque chose qui est didactique, explicatif, souvent un peu cliché, etc. Et tout à coup, d'avoir quelqu'un qui répond, ça amène de la complexité. Parce qu'il va répondre depuis son point de vue, depuis sa manière de voir le monde, etc. Et donc ça, je trouve que c'est toujours très intéressant parce que ça permet de rendre les choses plus complexes. Et je pense que la littérature, d'une manière générale, en tout cas moi, quand je lis, en tant que lectrice, ce que j'aime, c'est accéder à la complexité des choses. À la nuance, au fait qu'il y a il y a rarement une seule réponse aux choses en fait. Il y a plutôt une manière de voir les choses et un endroit d'où on regarde le monde qui va se compléter par les réponses. Et ce que j'aime beaucoup dans le dialogue théâtral, c'est que souvent, quand je fais écrire des dialogues de théâtre à des élèves par exemple, je leur dis beaucoup, souvent quand on discute, on suit une
un raisonnement, même si on répond à l'autre, on a quand même une manière, on sait déjà un peu où on veut aller, et l'autre aussi. Mais évidemment, ça se rencontre, ça s'écoute, ça interagit, etc. Et ça, c'est très intéressant dans l'écriture d'un dialogue, c'est de se dire que chaque personnage suit déjà son chemin. Et donc, parfois, c'est rarement, 100%. On est rarement dans l'empathie totale. Et je trouve que dans l'écriture théâtrale, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de pouvoir faire des dialogues où il y a un peu un décalage. C'est-à-dire que ça répond pas en direct, c'est pas salut, ça va et toi, t'as fait quoi hier? J'ai mangé des crêpes, elles étaient bonnes? Oui, elles étaient bonnes. C'est pas ça le dialogue théâtral. D'ailleurs, dans la vie, c'est rarement ça. C'est t'as mangé quoi hier? Oh mince, je suis pas passée à la poste. Enfin, c'est des associations d'idées qui font qu'on répond, mais c'est rarement du. Voilà. Et souvent, on tombe dans cet écueil-là. Quand on écrit du théâtre, on fait un truc complètement. Mais alors là, pour le coup, ça amène souvent un peu du cliché parce que ça paraît bizarre en fait. Voilà. Moi, je voulais dire par rapport à Bleu Piscine, d'emblée, quand j'ai vu la photo et le titre, ça m'a fait penser à Gainsbourg et à Jenny. Est-ce qu'il y a un quelconque lien, un quelconque... Non, il n'y a pas du tout de lien, mais c'est vrai que moi aussi, quand j'ai décidé du titre, j'ai beaucoup chanté la chanson. Ouais, tout de suite, je me suis dit... non, il n'y a pas de... Quand on voit la couverture, Non, il n'y a pas de lien du tout. En fait, j'ai mis du temps à trouver le titre, mais qui s'est souvent longtemps appelé Piscine, en fait. Et puis l'éditeur n'était pas du tout convaincu. Et en fait, Bleu Piscine, pour moi, ça résonne beaucoup plus avec. Et aussi bleu, avec l'image. Au bleu de l'âme, non? Et ouais, il y a le bleu de l'âme, il y a le bleu du ciel. Parce qu'en fait, dans la pièce, finalement, le toit de la piscine tombe. Donc en fait, découvre la piscine dans le ciel. Et il y a aussi toute une remontée dans le temps où on retourne à Pompéi. Donc c'est aussi sous les mêmes cieux. Qu'est-ce qui s'est passé des milliers d'années avant? Et donc il y avait aussi le bleu, ouais, je crois que c'était ça. Et ce que j'aimais bien dans cette photo, c'est la photo qu'une copine a prise, hein, mais j'aimais bien le fait que ce soit une ombre et effectivement il va y avoir un drame, donc les corps des gens qui sont dans la piscine vont disparaître, donc et ça amène un côté un peu mystérieux. Mais non, il n'y a pas de lien avec Gainsbourg, même si j'adore cette chanson. C'est déjà un lien. Ouais. Et sinon, justement, par rapport aux éditeurs, quand vous parlez des éditeurs, comment ça se passe entre le moment où vous écrivez et puis qu'on va faire vivre le livre? Eh ben, il peut se passer pas mal de temps. Et souvent, quand le livre sort, après, avec mon expérience, hein, mais souvent, quand le livre sort, là, par exemple, Lady B. Marguerite, qui va bientôt être publié, là, d'ici quelques semaines, ça fait longtemps que j'ai terminé l'écriture du texte. Je suis déjà sur autre chose. Donc souvent déjà les actualités sont plus les mêmes, c'est plus les mêmes temporalités. Mais le lien avec l'éditeur, je dirais que par exemple pour Lady B. Marguerite, j'ai dû l'envoyer à mon éditeur il y a peut-être un peu moins d'un an, je pense, ou peut-être 7-8 mois. Il l'a pas tout de suite lu, il n'a pas tout de suite dit qu'il l'éditait. Donc moi, il y a tout ce moment où il l'a, mais moi, j'en fais plus rien. De toute façon, je l'ai terminé, voilà, je suis sur autre chose. Donc ça, c'est des temps longs, en fait. Et puis un jour, son assistante m'appelle ou m'écrit un mail en disant « Oui, Pauline, on va publier Lady B. Marguerite. » Ah oui, c'est super. Mais bon, moi, j'avais déjà oublié que je l'avais envoyé. Enfin, souvent, c'est des temporalités qui sont très différentes, en fait. Donc c'est très bizarre. L'éditeur, il a ses propres temporalités qui sont aussi très longues, hein, parce que Émile Lanzmann, il publie pas, enfin les éditeurs de théâtre, ils publient pas énormément de pièces, donc souvent ils ont un agenda qui est assez chargé, et puis souvent c'est des publications longtemps après. Chez Lanzmann, l'avantage de cet éditeur, c'est quand même, quand il dit qu'il publie souvent dans l'année qui vient, c'est publié, quoi. Donc là, c'est ce qui va se passer, puisque ça va être publié dans le courant de l'hiver. Il aimerait bien venir à Pérouse, ouais. Mais parce qu'en fait, il a un lien à Pérouse-Guirec. Il est belge, hein, c'est un éditeur belge. Mais il a passé beaucoup de temps avec le chef de l'hôtel des Rochers, qui était un de ses amis, mais il y a très très longtemps. Et donc, il aimerait bien venir à Pérouse. Enfin, je ne sais pas s'il le fera, mais il est très sympa. Donc, si on fera quelque chose, s'il vient. Pourquoi pas, il faudrait que je lui suggère. Ouais. Et le choix des éditeurs, alors au départ, vous faites le choix, c'est comment? Eh ben, pour moi, c'est vraiment des histoires de rencontres. Et là, c'est un choix implicite dans le sens où pour écrire Les Amis d'Agathe M, en fait, ce que j'ai pas précisé, c'est que
Émile Lanzmann, enfin c'est une association qui s'appelle Promotion Théâtre qui fait un appel à auteurs et autrices pour cette collection-là. Et il se trouve que quand j'ai été à la fac et que j'ai découvert l'écriture théâtrale, dans un de mes cours, j'avais un prof qui est quelqu'un de très cher dans ma vie, qui m'a appris beaucoup de choses et qui nous faisait travailler sur ces courtes formes pour faire des travaux de pédagogique et de mise en scène. Et j'avais découvert une pièce de cette collection-là et je m'étais dit secrètement à moi-même, mon rêve, ce serait d'être publié dans cette collection. Mais je l'avais dit à personne. Et puis 2 ans ou 3 ans plus tard, il y a à nouveau un appel à texte pour la nouvelle édition de cette collection-là. Et donc là, j'étais sur un chantier d'écriture et donc c'est devenu Les Amis d'Agathe. Et donc j'ai envoyé le texte, il a été choisi et donc il a été édité. Donc d'une manière indirecte, j'ai choisi d'être édité là, mais en fait, j'ai pas vraiment choisi. Ça a été une grosse opportunité que j'ai eue en fait. Et tout ça n'a pas tout fait, c'est-à-dire que ce texte-là, il était publié en 2015, Acadie Ressac en 2019, donc il s'est passé quand même 4 ans entre les deux. Dans ces 4 années, j'ai fait le master de création littéraire qui m'a aussi amené beaucoup de matière dans mon écriture, qui m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Et un jour, j'ai appelé Émile Lanzmann, donc le directeur de cette maison d'édition, non pas pour qu'il me publie, mais parce que il se trouve qu'il publie des auteurs francophones du monde entier, et notamment des auteurs de l'Acadie. Et je l'ai appelé parce que je voulais voyager en Acadie. Donc, et il a un énorme réseau dans le milieu théâtral. Donc je lui ai demandé, est-ce que tu pourrais me mettre en lien avec quelqu'un en Acadie? Il me dit, ah bah oui, mon grand ami Maurice Arsenault, qui est directeur du Théâtre Populaire d'Acadie. Voilà son mail, écris-lui de ma part. Donc j'écris à ce monsieur et je lui dis que je voudrais venir écrire en Acadie et il me répond, viens-t'en. Donc je suis partie en Acadie et il m'a accueilli en résidence au Théâtre Populaire d'Acadie où je travaillais sur Bleu Piscine à l'époque, mais il se trouve que je vous parlais tout à l'heure du présent de l'écriture, ce qui m'a attrapé, c'est ce texte-là. Et donc j'ai écrit ce texte et je l'ai envoyé à Émile Lanzmann parce que pour le remercier, je lui ai dit je voulais te remercier parce que grâce à ça, j'ai écrit ce texte-là, dont je suis heureuse, etc. Et pareil, il me répond juste qu'il était très content. Et puis 6 mois plus tard, son assistante qui m'écrit un mail, Pauline, on voudrait publier Acadie Ressac. Voilà. Donc c'est toujours des histoires de... Oui, il y a des choix et en même temps des opportunités et des rencontres, tout ça se mélange un peu. Je mentirais si je disais qu'on choisit ses éditeurs. Enfin, c'est des rencontres, mais moi, il y a des éditeurs dont je rêve, mais peut-être qu'ils me publieront jamais. Enfin, c'est comment est-ce que... Moi, j'ai toujours tendance à voir la vie comme ça. Il y a toutes nos envies, nos rêves, nos projections, nos intuitions et tout qui sont sur une courbe. Et puis, il y a la réalité et c'est là où ça se rend compte que c'est intéressant, en fait. Donc là, ces publications-là, c'est vraiment l'endroit de la rencontre, de l'intersection. C'est pas tout à fait mes rêves, mais par contre, ça rencontre une réalité et ça rencontre quand même sur ma courbe de mes envies, quoi. Donc, j'ai pas nié mes envies ou mes choix. C'est juste qu'à un moment donné, ça se rencontre. Donc j'espère qu'il y a encore plein de courbes qui vont croiser, parce que c'est très incertain aussi, l'écriture, c'est fragile. Là, j'en parle avec aisance, mais n'empêche qu'on ne connaît pas l'avenir, que chaque texte fini ne présage pas du prochain. Voilà. En tout cas, chaque texte, moi, m'apprend toujours un peu plus sur l'écriture et je me sens pas du tout arrivée. Ah bah, tant mieux. Justement, oui, tant mieux. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Un lycée ou un théâtre qui a envie de montrer une de tes pièces, là, est-ce que tu as ton mot à dire ou est-ce que tu leur laisses libre le choix de l'interprétation? Non, moi je laisse. Arrive, hein, oui, ça arrive. Ah, oui. Bah, en fait, déjà, ça ne transite pas toujours par moi. Ça peut passer par la SACD, qui est la Société des droits d'auteur, qui va accorder le... Voilà, moi, j'ai mis aucune restriction sur aucune de mes pièces. Et si jamais on me demande, non, moi, je vais laisser... par exemple, Les Amis d'Agatha a été monté par pas mal de groupes d'ados. Et non, moi, je ne veux pas du tout intervenir. Pour moi, le texte, il est écrit maintenant. Après, je peux... Ouais, voilà, je peux ne pas du tout aimer la mise en scène. Oui, mais ça j'ai vraiment, pour moi, c'est important de lâcher un endroit. Et d'ailleurs, il y a des auteurs de théâtre qui ne vont jamais voir leurs pièces jouées parce qu'ils ont... Ouais, voilà. Parce qu'ils ont trop peur du résultat. Mais je crois qu'une fois qu'elle est là, la pièce, surtout dans un livre, je pense que c'est aussi pour ça que j'en parle de manière aussi détachée, pas détachée, mais avec aisance. C'est qu'une fois que mes textes sont dans des livres, c'est vrai que c'est comme si
Comme un Il y avait enfant quelque chose qu'on qui laisse- m'appartenait moins en fait. Comme un enfant qu'on laisse partir. Peut-être, qui vit ouais. sa vie, Ouais, qui- voilà, peut-être comme un Qui vit enfant. sa vie, qu'on laisse- que, Ouais, voilà. c'est possible. Ça nous il y a- plaît ou ça nous plaît pas, mais c'est sa vie. Oui, voilà. Une fois que l'enfant est publié. Ouais, voilà. Non, mais si, peut-être il y a de ça, ouais, ouais, complètement. En tout cas, c'est sûr que le texte, il existe sous format de livre, il est soutenu par un éditeur. Bon. Donc oui, donc un lycée, un collège. Au contraire, moi, je vais être hyper heureuse si quelqu'un a envie de monter un de mes textes, vraiment. Et après, il y a aussi un acte de création dans la mise en scène et dans l'interprétation, et il est à respecter. Enfin, moi, j'attends rien de la mise en scène de particulier. Pour moi, le texte, il est terminé quand je pense qu'il se tient en tant que texte, mais pas en tant que. Je pense pas à la mise en scène. Sauf si je voulais monter mes textes, mais là, ce serait différent. Est-ce qu'ils préviennent toujours quand ils prennent un texte Bah, l'auteur, je sais. Ils préviennent l'auteur, oui. Bah, Non. normalement, il y a une obligation de prévenir la SACD, Oui. puisque la SACD, c'est comme la SACEM pour la Ouais. musique, reverse les droits d'auteur. Oui. Mais il y a beaucoup de groupes amateurs qui ne préviennent pas forcément la Oui, SACD. oui, je pense, Bah, les Amis d'Agathème, une fois, elle a Il été y en a qui montée le par découvrent dans une les journaux. MJC dans les Alpes, dans un tout petit village, et je l'ai découvert Dans un journal, souvent. sur Internet, ouais. Et voilà, mais bon, de toute façon, c'était un groupe amateur, dans ces cas-là, il n'y a quasiment pas de droit d'auteur. Mais oui, oui, on est bien sûr qu'il y a plein de gens sans doute qui montent des textes sans prévenir, mais bon, c'est pas, enfin, j'ai pas de recul là-dessus. Mais ça doit arriver, ouais. Peut-être pas avec mes textes, hein, mais. Avec d'autres. Ouais. Bon, et alors, bon, c'est pas fini encore, hein, on a encore un bon moment à passer ensemble. Mais Oui, l'après sera quoi? la résidence se termine mi-mars, alors il va y avoir une vraie fin de résidence au mois de juin. Et en fait, j'ai une résidence qui démarre avec l'Aglo de Saint-Brieuc au mois d'avril, mais une résidence qui est toute particulière, mais qui se poursuit bien dans la continuité, parce que c'est une résidence en duo d'artistes où je vais travailler en collaboration avec une artiste plasticienne. Et donc on a monté un projet qu'on a défendu auprès de l'Aglo de Saint-Brieuc et qu'on a été retenu. Et c'est un projet qui s'appelle Habiter les paysages. C'est très proche des mémoires du quartier, c'est juste que c'est dit autrement, où on va interroger les gens, on va être sur Plaintel et sur Pordic, avec les médiathèques de Plaintel et Pordic, et on va rencontrer des gens pour les interroger sur leur rapport à leur paysage, et on va leur demander de nous amener dans des paysages. Elle, comme elle est plasticienne, elle va capturer des portraits dans les paysages avec la photo, et moi par les mots. Donc en fait, on va continuer. Ça s'inscrit vraiment dans la continuité des mémoires de quartier ou de mon intérêt pour l'histoire des gens, en fait. Voilà. Très bien. Ouais. Beau programme. Ouais, c'est un bon programme. 2022, c'est chargé. Ouais, mais c'est bien, c'est bien. On a eu quand même Le pouvoir des des années deux. un peu difficiles avant. Ouais. Pardon? Le pouvoir des deux. Exactement. Et au niveau théâtre, alors? Dans le jeu, vous Ouais. voulez dire? Et donc il y a notre projet notre spectacle voix et texte, voix et musique, enfin texte et musique Acadie Rossa qui tourne et on a 3 dates de prévues là en mars et avril. Notamment, on sera le 26 mars à Lannion, à la médiathèque de Lannion dans le cadre du Printemps des Poètes. Donc ça peut vous intéresser parce que ce sera pas loin, à 16h, le 26 mars. Et bah, la médiathèque va sans doute communiquer dessus. Et on est avec Maëlle, donc qui est clarinettiste, on mène aussi un projet avec les lycéens du lycée agricole de Pommerit jeudi, autour de leur rapport à la terre et au milieu rural. Donc on est pareil sur leurs histoires. Et là, on fait un travail sonore et textuel et on va faire une mise en scène avec eux en faisant entendre son, voix, images. Et toujours avec Maëlle, donc qui est clarinettiste, on est en train d'envisager aussi de travailler sur mon dernier texte de théâtre dont je ne vous ai pas parlé, que je viens de terminer, qui s'appelle Horizon Légende, et qui est un texte que j'ai écrit à partir de ma rencontre avec des jeunes primo-arrivants en France. Donc c'est un texte qui relate la trajectoire d'un jeune homme qui arrive sur le territoire et qui fait face à une montagne de dossiers. Et ça raconte les premiers mois qui sont des mois de terreur administrative et avec des jeunes qui souvent ont des parcours terribles avant et qu'on achève à coups de dossiers sur la tête, quoi. Voilà. Et donc ça, j'ai très envie qu'on le mette aussi en musique. Voilà. En gros. Mais bon, tout ça prendra du temps parce que... Ouais. Mais c'est des perspectives en tout cas. Oui, c'est bien, hein. C'est riche. Oui, c'est riche, ouais. En tout cas, c'est un vrai plaisir de partager ça avec vous.
Merci pour votre intérêt. Merci de le partager vraiment, déjà. ouais, ça fait très plaisir. Merci Pauline. Non, merci à toi Marie, merci Magali. C'est vrai de permettre aussi cette prise de parole. C'est vrai que c'est précieux. Et merci pour votre présence. Est-ce que tu veux reprendre la main? Et bien, peut-être que Emmanuel va clore la soirée, puisque merci pour l'invitation. Oui, merci beaucoup Le Emmanuel. salon Je voyais pas incroyable. où tu étais. Je voyais pas où tu étais. C'était un plaisir de t'accueillir, Pauline. T'es déjà venue plusieurs fois et c'est vrai que c'est toujours agréable, c'est toujours des échanges qui sont enrichissants autant pour nous que pour toi, comme je le disais. Donc merci d'être venue. Et puis bien sûr, tu en as encore d'autres. Avec plaisir. Si vous le souhaitez, on vous offre un petit apéritif pour continuer à discuter autour d'un verre. Avec des bonbons. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Avec des bonbons. Donc ça se passera au bar, juste au niveau de l'accueil. Ah bah, un anniversaire, j'ai demandé un gâteau de bonbons. Moi. À tout de suite alors. Un de mes anniversaires, adultes, j'ai demandé un gâteau de bonbons.